Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Au-dessus de nos têtes, ces capsules d'astronomie en direct qui ont lieu toutes les 2 semaines sur la page Facebook d'Espace pour la vie. Alors, je me présente, je m'appelle Myriam Latulippe, je suis astronome et je travaille comme animatrice scientifique au planétarium Rio Tinto Alcan. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon fidèle collègue Maxime Pivin-Lapointe, concepteur et éducateur scientifique au planétarium qui est là à la technique. Salut Maxime! Salut Myriam, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ouais, grosse journée? Oui, un petit peu. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, aujourd'hui, en fait, comme vous pouvez deviner par le super chandail à Maxime, il y a un astromobile un nouvel astromobile qui s'est posé à la surface de Mars et son petit nom, c'est Persévérance. Donc, j'étais en live il y a de cela quelques heures seulement pour regarder l'atterrissage en direct avec l'équipe du planétarium. Donc, justement, on est chanceux parce que on pensait pas, mais on a d'ailleurs reçu les premières images depuis Persévérance. Alors, avant de vous les montrer, là, juste, j'ai plein de choses qui se passent dans ma tête. Là, désolée, aujourd'hui, c'est un petit peu à la course. Donc, aujourd'hui, comme Persévérance se posait sur Mars et qu'un des objectifs de Persévérance était, entre autres, d'essayer de trouver des signes de vie passée. Parce qu'en fait, Mars a déjà eu des conditions peut-être favorables au développement de la vie. Alors aujourd'hui, on va rebondir un peu sur ce qui se passe dans l'actualité astronomique et parler de Mars comme une potentielle ancienne oasis de vie. Alors, aujourd'hui, Persévérance s'est posée sécuritairement sur la planète Mars, qui n'est pas chose facile, et elle nous a transmis une première image. Donc, sans plus tarder, en fait, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer, vous la méritez. Alors, laissez-moi juste vous partager. On continue de souhaiter bienvenue aux gens qui se joignent à nous. On est rendu à près de 200 personnes qui nous écoutent, donc bienvenue à tous et à toutes. On espère que vous nous avez écoutés un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'était vraiment très excitant de voir ça se dérouler en direct. Oui, on peut voir là, déjà là, les gens dans la salle de contrôle, quand ils ont eu confirmation que la sonde s'est posée, là, c'était les gens, il y avait l'euphorie, là, les gens sautaient, criaient, applaudissaient. C'est vraiment tout un accomplissement de pouvoir faire ça. Et donc, la sonde, elle avait beaucoup de caméras à bord et elle nous a envoyé une photo déjà. Donc, je vous rassure, la sonde a des très bonnes caméras qui vont faire des photos en très haute définition et en couleur, mais le principe, c'est qu'on voulait avoir une première photo très rapidement. Et en ce moment, la sonde, elle ne voit pas la Terre, donc elle est du côté, on pourrait dire, de l'autre côté de la planète par rapport à la Terre. Donc, elle ne peut pas nous envoyer directement sa photo. Il faut qu'elle fasse un relais avec une sonde qui est en orbite autour de la planète. Donc, ça complique un peu les choses. Alors, elle a pris un petit cliché très rapide, au moins pour nous montrer qu'elle est bien posée, qu'elle est les roues bien à terre, qu'elle n'a pas tombé sur le côté ou quoi que ce soit. Donc, on peut voir une photo prise par la caméra avant de Persévérance. Donc, on voit justement notre petit robot qui est maintenant dans à sa nouvelle demeure. Et on a même une deuxième, si on veut voir, qui est un petit peu moins belle. C'est la caméra arrière. Donc, on voit principalement le sol, mais on voit une petite roue. Regardez, Oui. Les petites sont quand même grosses, là, ces roues, mais on voit ici, juste à la droite. Comme ça, peut-être? Je pense même plus gros que ça. Hein. Je pense que c'est quand même... on ne réalise pas à quel point c'est gros, Curiosity, mais c'est une grosse machine quand même. Persévérance. Persévérance, ouais. C'est le même modèle. Des formations professionnelles. Oui. Mais oui. Alors, voilà, on a nos premières images et dans les prochains jours, on devrait recevoir de nouvelles images avec en plus haute définition et tout, et peut-être même aussi
des vidéos de l'atterrissage. Donc, il y avait des caméras prévues qui ont filmé du point de vue de Persévérance au fur et à mesure qu'elle descendait dans l'atmosphère martienne. Donc, on devrait avoir ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, on va rester à l'affût pour des nouvelles de notre petit robot qui est surnommé Percy aussi. Cours pour Persévérance. Alors, quand même, c'était très excitant aujourd'hui. C'était une grosse journée pour ces roches-là aussi. On les imagine à la surface de Mars, toutes tranquilles depuis des centaines de millions d'années probablement. Et là, tout d'un coup, il y a un rover qui vient se poser sur elle et qui là va commencer à les marteler de tous ces instruments scientifiques. Et avant de continuer plus loin, juste au cas où, pour ceux qui ne nous ont pas écoutés pour l'atterrissage, donc je vous confirme qu'on dit bel et bien atterrissage et non pas amarcissage ou un autre mot comme ça. Donc, le terme atterrir, c'est pas nécessairement se poser sur la terre, mais c'est se poser par terre, donc sur un sol solide. Alors, dès qu'on se pose sur un autre corps céleste qui a une surface solide, qui a un sol, bien, on va dire atterrir, même si c'est pas sur la Terre. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus sur Persévérance ou autre, Maxime? Non, je vais juste en profiter pour saluer donc les gens qui nous répondent sur le fil de discussion. Donc, n'hésitez pas à interagir. Si vous avez des questions aussi, on adore prendre vos questions et on n'a jamais le temps de répondre à toutes vos questions en direct. On se fait un devoir d'aller les lire par après puis de commenter chacune de vos questions. Alors, n'hésitez pas à nous les envoyer. Puis, on va probablement pouvoir répondre à bon nombre d'entre elles en direct. Sinon, par après. Sinon, par après, moi, je fais toujours un petit tour des questions. Donc, même pour les petits saluts, je vous vois et je vous dis salut en retour. J'ai peut-être une première question même déjà. Lynn Otis qui nous demande pourquoi les photos sont en noir et blanc? Je pense que le principe, c'est d'avoir des photos les moins lourdes possibles, avec le moins d'informations possible pour les envoyer rapidement. Donc, c'était vraiment un petit cliché très rapide, donc en noir et blanc, de ce que j'ai compris. Oui, effectivement. Je suis pas certain non plus de ces caméras-là, mais souvent, pour avoir l'information couleur, en réalité, c'est 3 images qui sont prises avec 3 filtres différents. Donc, il y a 3 fois plus d'informations qui doivent être transmises. Ici, c'était vraiment juste pour avoir rapidement, savoir si l'astromobile s'était posé droite, voir un peu l'état là déjà avec cette première image-là. Donc, c'est vraiment très, très rapide. Une petite confirmation là. Ouais. Ce que je viens de me rendre compte aussi, c'est que j'ai fait une petite erreur en faisant mon keynote rapidement. C'est une vue de caméra arrière, contrairement à tantôt, où c'était la vue avant. Donc, il y a plein de gens sur le fil de discussion qui l'ont noté, ça d'ailleurs. Oui, merci. Vous avez un œil de lynx, ceux qui l'ont vu. C'était un test. Non, mais c'est ça qui arrive quand on fait ça rapidement. Elles viennent de sortir les images. J'ai fait ça rapide, au moins pour vous les montrer. Donc, ça, c'est la caméra avant. Et ça, c'est bel et bien la caméra arrière. Alors, sans plus tarder, on va aller voir ensemble de quoi ça a l'air vu du ciel. Donc, on va aller voir Mars dans le ciel parce que ces temps-ci, eh bien, elle est très présente dans notre ciel de nuit. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, le voici. Si tout va bien, vous devriez être en mesure de voir le ciel étoilé. Alors, comme toujours, j'utilise mon logiciel Stellarium, qui est un logiciel de planétarium qui permet d'avoir une reproduction du ciel de n'importe où sur Terre, à n'importe quelle heure, n'importe quelle date. Et c'est gratuit pour les ordinateurs. Alors, on est aujourd'hui, donc, le 18 février, un peu après 19 heures. Et donc, une des premières choses qu'on peut voir dans le ciel, une fois que le soleil s'est couché et que la nuit est tombée, eh bien, ça va être notre belle planète rouge
qu'on va pouvoir observer pendant la première moitié de la nuit jusqu'à environ minuit, minuit et demi. Aujourd'hui, d'ailleurs, elle est juste à côté de la Lune, qu'on peut voir un beau quartier de Lune. Donc, quand on la voit comme ça dans le ciel, là, en fait, on peut même l'agrossir et voir de quoi elle a l'air en ce moment. Donc, c'est fou de se dire que lorsque on va la voir à partir d'aujourd'hui, lorsque vous regardez par votre fenêtre, là, si vous la voyez, là, vous voyez un petit point rouge, bien, vous dites-vous qu'aujourd'hui, bien, il y a un nouvel habitant sur cette planète-là. Donc, il y a maintenant un nouveau petit robot qui va séjourner sur cette planète et qui va y rester pour très longtemps. En fait, c'est sa nouvelle maison permanente, on pourrait dire. Donc, c'est assez incroyable de nous dire que sur cette planète-là, bien, en fait, elle est peuplée de robots, on pourrait dire. Donc, il y en a certains qui ont dit qu'ils sont des astromobiles parce qu'ils peuvent se promener, et d'autres sont plutôt des atterrisseurs. Donc, une fois qu'ils vont atterrir, ils vont rester là, ils ne vont pas se promener à la surface. Et évidemment, il y en a d'autres aussi qui sont en orbite autour de cette planète. Donc, lorsqu'on observe comme ça dans le ciel, vous remarquez peut-être qu'en grandissant la vue, on peut voir deux petits points de lumière ici. Donc, ça va être Phobos et Deimos, qui sont les deux petites lunes de Mars. Donc, contrairement à la Terre qui a seulement une lune, Mars, elle en a deux. Et ce sont de très petites lunes, donc sûrement deux petits astéroïdes qui ont été capturés par la gravité martienne. Et aussi, ce qui est assez, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que Phobos et Deimos, leur nom, ils ont fait une petite thématique avec Mars. Parce que Mars, avec sa couleur orange, rougeâtre, elle a été nommée Mars en l'honneur du dieu de la guerre, le dieu romain de la guerre, parce que comme si elle était peut-être couverte de sang à cause de la bataille et tout. Et ces deux petites lunes, Phobos et Deimos, ça signifie peur et terreur en grec. Donc, on a le dieu de la guerre accompagné de la peur et de la terreur. J'aime ça quand il y a des petites thématiques comme ça. Et lorsqu'on observe ici Mars de la Terre, on peut voir des ondes qui sont plus sombres ici, comme vous pouvez voir. Qui sont en fait de la roche qui est exposée, qui est plus foncée que le sable de poussière qui est plutôt rougeâtre ici. Des fois, c'est aussi du sable qui est plus foncé. Et au fil des saisons, bien, il va y avoir des tempêtes de sable, il va y avoir du vent qui va venir recouvrir ces régions sombres et en dévoiler d'autres ailleurs sur la planète. Alors nous, depuis la Terre, depuis très longtemps, quand on l'observait au télescope, avec les anciens télescopes, eh bien, on voyait qu'il y avait des régions sombres sur Mars et on voyait que ces régions sombres, elles changeaient au fil du temps avec l'année martienne. Et on pensait que on attribuait ça à de la végétation. Donc, on pensait que peut-être qu'il y avait de la végétation qui était apparue et que ça bougeait au fil des saisons. Et on était convaincus qu'il y avait de la vie sur Mars, qu'il y avait tout un écosystème sur Mars. Il y avait des livres, des études entières sur l'écosystème martien. Donc, c'était même pas une question de s'il y avait de la vie, c'était plutôt comment elle était, mais on était sûr et certain qu'il y avait de la vie sur la planète rouge. Et même que plus tard, avec les télescopes de l'époque étaient beaucoup moins précis que les télescopes qu'on peut voir de nos jours. Et certains, en observant Mars, voyaient des lignes se dessiner à la surface de la planète. Ils attribuaient ces lignes-là à des canaux, peut-être des courants d'eau, des canaux d'irrigation qui transportaient l'eau, peut-être même des pôles, vers les régions plus à l'équateur de la planète. Donc, ils étaient convaincus qu'il y avait aussi de la vie intelligente qui avait bâti des canaux d'irrigation. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'écosystème, il n'y a pas de canaux sur Mars. Mais peut-être que dans le passé, il y avait bel et bien de l'eau. Et on va en parler un peu plus tard, justement, aujourd'hui. On va remonter dans le temps un peu plus tard pour voir de quoi avait l'air Mars dans un lointain passé. Mais avant de se lancer là-dedans, revenons un peu plus à notre ciel étoilé. Alors, on revient pour bien voir les étoiles.
Donc, Mars, vous pouvez la voir très bien dans le ciel. Donc, en ce moment, donc elle est à côté de la Lune, comme je le disais, et elle va être à côté des Pléiades qu'on peut observer ici, qui font partie de la constellation du Taureau, et des Hyades, qui est en forme de V, ici, qui va dessiner la tête du Taureau. Et au fur et à mesure que les jours vont passer, en fait, Mars, elle va se déplacer dans le ciel et se rapprocher ici comme ça de la constellation du Taureau. Mais ça va être dans les prochains jours. Donc, on va revenir à notre date d'aujourd'hui. Donc, on peut voir juste ici, à côté de Mars, donc nos constellations d'hiver. Ça fait quelques semaines que je vous les montre, mais juste pour se rappeler les plus importantes ici. Alors, on a la constellation d'Orion qui va être la plus facile à reconnaître dans le ciel avec sa ceinture d'Orion, qui sont les trois étoiles au centre de la constellation qu'on peut voir ici. Donc, la forme de la constellation va tracer un sablier comme ça, qui représente le guerrier Orion. Donc, Orion va être juste à côté du Taureau, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Et en reliant les étoiles de la ceinture d'Orion vers l'horizon, vers le bas du ciel, on trouve l'étoile Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel de nuit, qui va faire partie de la constellation du Grand Chien. Alors, dans le ciel d'hiver, on va avoir beaucoup quand même de beaux points lumineux rouges. Donc, certains sont des étoiles, la plupart sont des étoiles, sauf un qui va être la planète rouge. Donc, c'est pour ça que c'est important de se souvenir qu'on a ici une étoile rouge dans la constellation d'Orion. On en a une qui représente l'œil du Taureau, donc elle va être entourée des étoiles en forme de V, et une pas trop loin, et c'est celle-là qui va être Mars. Donc ça, c'est pour nos constellations qu'on peut voir du côté sud-est du ciel, donc nos constellations d'hiver qui sont les plus faciles à repérer dans le ciel. Tandis que si on regarde vers le nord, eh bien, on retrouve nos constellations circumpolaires, les constellations qu'on peut voir tout au long de l'année. Alors, on a ici, par exemple, notre casserole de la Grande Ourse. Et avec la casserole, on peut retrouver l'étoile polaire. Donc, si on relie ici les deux étoiles opposées aux manches de la casserole et qu'on monte vers le haut de la casserole, eh bien, on arrive à notre étoile polaire qui va être notre étoile qui pointe vers le nord. Donc, lorsqu'on fait face à l'étoile polaire, on va faire face au nord. Et si on continue un petit peu tout droit, bien, on arrive à notre W de Cassiopée, ici. Alors, ce serait pas mal tout pour le ciel étoilé, à moins qu'il y ait des questions par rapport au ciel étoilé ou peut-être qu'il y a une constellation que vous cherchez ou que vous avez des questions. Maxime, peut-être que tu peux me dire ça. Il y a eu plusieurs questions par rapport à Mars. On va y revenir justement. On va aller plus loin avec ça. Beaucoup de questions aussi en lien avec la mission d'aujourd'hui, le déroulement, puis par rapport à la sonde. Peut-être qu'on se gardera ça à la fin s'il nous reste du temps. Mais pour ce qui est du ciel, la seule question par rapport aux constellations des étoiles qu'on nous a posée, c'est une question qui revient de temps en temps, mais qu'est-ce qui arrive avec Bételgeuse? Donc, les dernières nouvelles de Bételgeuse, est-ce qu'elle est encore sous l'effet de ces éruptions, de ces vents stellaires qui ont causé une diminution de sa brillance? J'étais en train de regarder ça. Je ne sais pas si c'est un peu d'informations récentes là-dessus. Moi, les dernières nouvelles que j'en avais datent de l'été dernier, à vrai dire. Oui, bien juste pour remettre dans le contexte, là, donc Bételgeuse, on en entendait beaucoup parler parce que c'était quand? C'était l'an passé? Il y a 2 ans? L'an passé, je crois. L'an passé, hein. Il me semble que c'était en automne 2019 que ça a commencé, si je me souviens bien. Oui. Décembre 2019, ouais. Ah.
Donc, sa luminosité avait baissé de façon assez drastique et on se demandait ce qui se passait. Peut-être que c'était un signe qu'elle allait bientôt exploser parce que Bételgeuse, c'est une étoile en fin de vie. Donc, elle pourrait exploser et se transformer en supernova demain matin ou dans 100 ans ou dans 1000 ans. C'est un peu la même échelle de temps pour une étoile, malheureusement. Donc, on se demandait ce qui se passait. Et entre-temps, ben, elle a regagné sa luminosité normale. Et moi, dernière nouvelle, ce que j'avais lu, c'est que c'était lors de elle a émis des vents stellaires qui ont en fait formé un nuage de poussière qui a bloqué la lumière de l'étoile. Et c'est ce qui expliquait en fait la baisse de luminosité. Donc, c'était simplement un nuage de gaz ou de poussière qui bloquait la luminosité de l'étoile et qui s'est finalement dissipé ou qui s'est tassé pour que l'étoile redevienne brillante comme elle l'est habituellement. Ouais, c'est en même temps que tu donnais ces explications, je relisais un article qui date d'il y a quelques semaines seulement, mais c'est vraiment des conclusions suite à des observations de Hubble un petit peu plus tôt, en 2020. Ça a vraiment clarifié cette situation-là. Donc, de retour à la normale, pas de supernova, en tout cas, pas de signe de supernova jusqu'à preuve du contraire. Oui, c'est ça. OK. Bon, mais parfait. Ben là, je vois que de toute façon, on a beaucoup de questions sur Mars. C'est un sujet tellement vaste, puis en plus, c'est vraiment la journée pour en parler. Donc, en fait, si ça vous va, on va en finir avec le ciel étoilé. On va en rester là plutôt avec le ciel étoilé. Et on va tout de suite passer dans le vif du sujet. Donc, Mars, une ancienne oasis de vie. Alors, je vais vous Et peut-être, pour faire un lien, durant que tu prépares ta présentation, je peux peut-être répondre à une petite question aussi. Mathéo, 9 ans, qui se demandait combien de temps, il veut savoir combien de temps la photo met à nous parvenir sur la Terre. Donc, la photo de Curiosity, j'arrête pas de dire Curiosity, Persévérance maintenant, mais c'est le même temps pour les deux rovers, maintenant qu'ils sont à la surface tous les deux, nos astromobiles. Donc, à l'heure actuelle, avec la distance de Mars, ça prend environ 11 minutes et quelques secondes à la lumière et donc aux ondes électromagnétiques qui sont utilisées pour faire voyager ces images-là, l'information que contiennent ces images-là grâce aux ondes radio. Eh bien, ça va prendre la même durée dans le fond. Ceci dit, il y a toujours un petit temps de délai de traitement, etc. Donc, lorsqu'on a des photos qui sont plus lourdes, avec plus d'informations, bon ben là, un peu comme sur Internet, ça peut prendre plus de temps à télécharger et à transférer, mais le temps que l'information, vraiment la lumière prend à voyager entre les deux planètes, entre Mars et nous, c'est de l'ordre de 12 minutes à l'heure actuelle, 11-12 minutes. Plus 11 minutes. Ouais. Mais oui. Puis, parfait. Est-ce qu'on avait, tu veux-tu prendre d'autres questions, d'autres interventions? Je pense que de toute façon, on va se lancer dans le vif du sujet, puis ouais, voilà. on va répondre à certaines questions là-dedans, puis je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont vous venir en tête. Alors, donc, Mars. Alors, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, donc, nous, de nos jours, bon, quand on voit Mars, on la voit comme cette planète rouge-orange, une planète, un désert, en fait. Donc, un désert stérile. Donc, il n'y a pas de vie à la surface. Mais autrefois, on était convaincus qu'il y avait de la vie, notamment, comme je le disais, avec l'apparition de zones sombres, comme ici, qui semblaient bouger à la surface de la planète, qu'on attribuait à la végétation. Les canaux d'irrigation qu'on apercevait. Donc, il y a certains astronomes qui avaient fait des cartes complètes de la planète, qui avaient cartographié ces canaux martiens. Donc, on peut voir ici une des cartes qui a été mise sur une sphère pour représenter la sphère martienne versus une photo qu'on peut voir de nos jours. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas de canaux à la surface de Mars. C'était en fait des artefacts à cause que leurs instruments optiques n'étaient pas, leurs lentilles n'étaient pas parfaitement lisses. Donc, c'était des défauts dans l'image, c'était des défauts dans leur télescope qui faisaient en sorte qu'ils voyaient des lignes et eux, ils les interprétaient comme des canaux d'irrigation.
Donc ça, c'est comme ça qu'ils voyaient Mars avant. Maintenant, on sait que c'est une planète stérile où il n'y a pas de vie. Et quand est-ce qu'on s'est rendu compte de ça? Donc, tout s'est passé en 1965. Donc, avant juillet 1965, on n'avait encore aucune photo de la surface de Mars vue de près, donc avec une sonde qui est allée la visiter. On voyait seulement ça depuis la Terre. On voyait seulement la planète depuis notre planète Terre. Et finalement, en 1965, la NASA a envoyé la sonde Mariner 4 qui est allée faire un bref survol de la planète rouge. Et imaginez la surprise, lorsqu'elle nous retourne, elle a pris une vingtaine de photos, seulement 20, vous pouvez vous imaginer que la technologie était différente à l'époque, mais donc elle a pris une vingtaine de photos, on les reçoit ici, on s'attendait à voir de la vie sur Mars, on s'attendait à voir une planète un peu semblable à la Terre, avec tout un écosystème, et ce qu'on observe, c'est une surface stérile, remplie de cratères, un peu comme la Lune en fait. Donc ça a vraiment bouleversé la vision de Mars que les gens avaient à l'époque. Donc, ça a été un petit peu l'élément déclencheur qui a bouleversé les mentalités de l'époque. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on envoie des sondes et qu'on en apprend sur la planète, donc ça vient bel et bien confirmer que Mars, c'est une planète sans vie, c'est un désert et il n'y a bel et bien pas de canaux martiens à la surface. Donc, la surface de la planète, donc ça a l'air de quelque chose comme ça. Alors, c'est vraiment un désert, parfois un désert de roches, un désert de sable, parfois plus poussiéreux qu'autre chose. Donc, il n'y a vraiment aucune place pour avoir de la vie. Comme vous pouvez voir, avec les montagnes à l'arrière qui sont bloquées par l'atmosphère, par des nuages de poussière, donc Mars, elle a une atmosphère, mais il est très différent de celui de la Terre. Premièrement, l'atmosphère de Mars, il va être beaucoup plus ténue, donc beaucoup moins dense que l'atmosphère qu'on a ici. Environ 150 fois moins dense que l'atmosphère de la Terre. Donc, pour vous donner une idée, pour avoir cette pression atmosphérique-là, eh bien, il faudrait être beaucoup plus haut que l'Everest. En fait, il faudrait être beaucoup plus haut que les nuages qu'on voit dans notre ciel ici, pour avoir une atmosphère si peu épaisse. Et aussi, l'atmosphère de Mars, sa composition est très différente que celle qu'on a sur Terre. Elle est majoritairement composée de gaz carbonique. Bon, ici, nous, on est habitués, sur Terre, le gaz carbonique, on en entend parler, c'est un gaz à effet de serre, donc il sert, entre autres, il va garder la chaleur. Et sur Mars, il y a très peu d'effet de serre parce que son atmosphère, eh bien, elle est trop ténue, elle est très, très, très diffuse, ce qui fait en sorte qu'il va faire aussi très froid sur Mars. Donc, des fois, on n'y pense pas trop, on voit une image désertique, et pour nous, dans notre tête, le désert, eh bien, ça rime avec chaleur. Bien, sur Mars, c'est plutôt un désert froid. Donc, la température moyenne est autour de moins 60 degrés Celsius. Au maximum, près de l'équateur, parfois, on peut atteindre les 20 degrés Celsius, mais aussi, parfois, on peut atteindre des moins 140 degrés. Donc, c'est vraiment une planète beaucoup plus froide, donc désertique et froide, avec très peu d'atmosphère. Et même si son atmosphère est très ténue, il y a quand même des vents. Il va avoir aussi une fine poussière à sa surface. Et parfois, ces vents-là peuvent s'amplifier et créer des tempêtes de poussière qui peuvent même recouvrir l'ensemble de la planète. Comme on peut voir ici, ça c'est la fameuse tempête de poussière qu'il y avait eu en 2001. Donc on peut voir à gauche une image de Mars en juin 2001. Et on peut voir ici dans le bassin, dans ce bassin-là, il commence déjà à avoir une tempête de poussière qui se forme et finalement elle va se répandre sur l'ensemble de la planète. Seulement un mois plus tard, ici en juillet 2001, on peut voir la même prise de vue. Donc la planète, elle est entièrement rempli de nuages de poussière à cause de ces tempêtes de sable. Donc, c'est un climat très aride. C'est un climat, il va y avoir beaucoup de changements aussi parfois et ça peut causer problème à des sondes. Maxime, je t'entends. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on a des questions? Oui, il y a une question qui vient d'arriver que
J'ai un peu de difficulté à interpréter, mais je pense que c'est relié à ce qu'on est en train de discuter là. Soliane, 9 ans, demande, les écoulements de sable sont-ils vrais ou un défaut de lentille? Donc, peut-être que ça fait référence aux canaux dont on parlait un petit peu plus tôt, mais à ce moment-là, quand on imaginait des canaux, c'était des canaux d'irrigation, donc c'était de l'eau. Mais finalement, on a réalisé que les régions plus sombres n'étaient pas des canaux d'irrigation, mais vraiment des terrains un petit peu plus sombres à la surface de Mars, où par exemple, il peut y avoir eu des épanchements de lave un peu plus récents, donc différents types de minéraux à la surface qui peuvent être plus sombres, et ils sont parfois masqués par les tempêtes de sable, comme on voit sur l'image actuelle. Je ne sais pas, toi, comment tu interprètes cette question-là, mais en tout cas, moi, je la trouve très intéressante et peut-être en lien avec ce qu'on voit là. Oui, c'est ça. Je suis pas certaine non plus de comment l'interpréter. Donc, je pense que tu as quand même donné des éléments de réponse. Donc, si jamais ça répond pas à ta question, Soliane, mais n'hésite pas à essayer de nous l'expliquer dans le fil de commentaires. On va faire notre possible pour y répondre. Et je me rappelle pas exactement de tout le fil de ta présentation, mais il y a plusieurs personnes là, qui se demandent est-ce qu'il peut y avoir de la neige ou de la glace sur Mars s'il fait si froid? Donc, ben oui, justement. Donc, je vais continuer avec ça. Alors, donc jusqu'à maintenant, on parlait de Mars comme un désert, mais il y a aussi un peu d'eau sur Mars et même un peu d'eau dans son atmosphère. Donc, on peut voir ici parfois des fins nuages tôt le matin avant le lever du soleil qui vont être éclairés par le soleil. Donc, c'est des nuages de glace qui vont disparaître assez vite. Mais la plupart de l'eau qu'on retrouve à la surface, comme il fait très froid, eh bien, elle va être gelée. Donc, elle va soit être gelée au pôle, comme on voit en haut puis en bas des régions blanches. Donc, on a de la neige qui va être gelée au pôle. Il y a même une sonde, la sonde Phoenix, si je me souviens bien, de la NASA, qui est un atterrisseur qui s'est posé près du pôle Nord et s'est posé dans la neige. Il a même pu observer de faibles tempêtes de neige au pôle Nord de Mars. Sinon, d'autres endroits où on retrouve de la neige et de la glace, mais ça va être dans le fond des cratères. Donc, il y a des cratères qui sont encore remplis de glace comme ça. Est-ce que c'est vers là que ça allait, les questions, Maxime? En plein ça. Donc, alors, de nos jours, en fait, toute l'eau qu'on retrouve sur Mars, la grande majorité de l'eau qu'on retrouve sur Mars, eh bien, elle va être sous forme de glace. Donc, soit prise dans les calottes polaires, soit dans le fond d'un cratère, ou complètement gelée dans le sol, qui va être en fait gelée en permanence. Et peut-être même des fois sous forme de sel hydraté, bien, comme dans du sable, mais c'est pas encore certain tout ça. Mais il y a certains signes à la surface de la planète qui nous montrent que dans le passé, l'eau n'a pas toujours été sous forme solide. Il y avait auparavant de l'eau liquide à la surface de la planète. Donc, si par exemple, on regarde une image de ce cratère qui est maintenant très connu, qui s'appelle le cratère G0, qui est connu parce que c'est là que s'est posée Persévérance aujourd'hui. Donc, sur cette image-là qui est en couleur, qui nous montre l'élévation, en fait, du sol. Donc, lorsque c'est en bleu ou en violet, c'est le sol, il est plus bas versus lorsque c'est en rouge, eh bien, c'est le contour du cratère, par exemple. Donc, on peut voir un ancien cratère d'impact ici, et on pense qu'il s'était rempli d'eau dans un lointain passé, parce qu'on peut voir ici quelque chose qui ressemble à une rivière qui se déverse ici dans ce cratère qui fait environ 45 kilomètres de large et qui se déverse ici dans une autre rivière. Donc, on pense que cette région-là, autrefois, était remplie d'eau. Et c'est entre autres pour ça qu'on a envoyé Persévérance dans ce cratère pour essayer de trouver d'anciens signes de vie dans cet ancien lac séché. Donc, elle est allée par ici, justement. Donc, juste ici, c'est par là-bas que s'est posée la sonde. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas une géologiste, mais en regardant ça, pour moi, ça ressemble, ça me convainc, ça ressemble vraiment à un cours d'eau qui s'est déversé
dans un plus grand lac. Donc, c'est en voyant des photos comme ça qui ont été prises par des satellites en orbite autour de Mars. C'est en envoyant aussi des sondes à la surface qui ont étudié le sol qui se sont finalement rendus compte que dans un lointain passé, eh bien, il y avait de l'eau liquide à la surface de la planète. Eh bien, la planète pouvait ressembler à quelque chose comme ça. Donc, imaginez, c'est une vision totalement différente de la planète Mars qu'on a aujourd'hui. Donc, son atmosphère était plus dense, ses températures étaient plus chaudes, beaucoup plus clémentes. Donc, avec ces combinaisons de pression et température, on pouvait avoir de l'eau liquide. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à l'eau liquide? C'est parce que c'est un ingrédient essentiel à la vie. Quand on regarde l'histoire de la Terre, à partir du moment où on a eu de l'eau liquide à des températures raisonnables, c'est comme si, pouf, la vie, elle est apparue sous forme microbienne, mais tout de même, donc, la vie, elle est apparue. Alors, pourquoi est-ce que ça n'aurait pas pu se passer sur la planète rouge? Alors, pour comprendre ça, eh bien, il faut d'abord comprendre comment on fait pour avoir de l'eau liquide. Donc, une des premières choses qu'on apprend à l'école, c'est que l'eau, eh bien, il y a 3 phases. Solide, liquide et gazeuse. Et il va y avoir un changement entre ces phases à certaines températures. Donc, nous, les températures qu'on est habitués ici dans notre vie quotidienne, eh bien, c'est que à entre 0 degré Celsius et 100 degrés Celsius, on a de l'eau liquide. C'est plus froid que 0, eh bien, on a de l'eau solide, de la glace. Et c'est plus chaud que 100 degrés Celsius, eh bien, on a de l'eau gazeuse, on a de la vapeur d'eau. Mais ça, c'est valide, ces changements de phase-là sont valides pour la pression atmosphérique qu'on a ici, autour de nous, dans nos villes, qui est principalement au niveau de la mer. Si on va ailleurs sur Terre, beaucoup plus en altitude, par exemple au sommet du mont Everest, ce ne sera pas les mêmes températures pour qu'il y ait un changement de phase pour l'eau. Par exemple, si vous allez au sommet de l'Everest et que vous essayez de faire chauffer de l'eau, eh bien, ce n'est pas à partir de 100 degrés Celsius que l'eau va s'évaporer. Ça va seulement être à partir de 68 degrés Celsius. Et ça, c'est parce que plus on est haut en altitude, eh bien, plus la pression va être basse. Donc, pour avoir de l'eau liquide, il ne faut pas seulement une bonne température, mais il faut une bonne pression. Alors, regardons ensemble ce petit diagramme qui va nous montrer Mars, elle se situe où là-dedans? Elle se situe ici. Donc, pour les pressions qu'on retrouve de nos jours sur Mars, eh bien, on est près d'un point ici, qu'on appelle le point triple, qui fait que l'eau passe directement de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide. Donc, de nos jours, c'est très difficile d'avoir de l'eau liquide sur Mars. Souvent, elle va soit être solide, soit gazeuse. Mais dans le passé, comme elle avait une atmosphère plus épaisse, eh bien, la pression atmosphérique, autrement dit, elle était plus haute, donc elle montait dans le graphique, et là, l'eau sous forme liquide pouvait exister. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a très longtemps, Mars, elle avait des conditions, elle avait une atmosphère qui était plus épaisse. Mais comment ça se fait qu'elle avait une atmosphère plus épaisse? Comment ça se pouvait qu'elle garde une atmosphère aussi épaisse, contrairement à maintenant, où elle a presque plus d'atmosphère et son atmosphère est très ténue? Eh bien, auparavant, Mars, elle avait un champ magnétique. Et avec ça, une magnétosphère. Donc, pour comprendre un petit peu tout ça, regardons ici l'illustration de la Terre. Donc, vous voyez les espèces de lignes bleues qui sortent de la Terre, qui forment une sorte de bouclier autour de la Terre. Donc, ça, c'est notre magnétosphère. Et la magnétosphère, eh bien, elle va nous protéger du vent solaire, qui est un vent que va souffler le Soleil, un vent de petites particules chargées d'électricité qui peuvent interagir avec l'atmosphère. Donc, auparavant, Mars, elle avait un champ magnétique et elle avait une magnétosphère. Et cette magnétosphère, elle avait 2 rôles.
Tout d'abord, elle aidait Mars à garder son atmosphère. C'est comme si elle confinait son atmosphère comme un petit cocon. Parce que Mars, elle est beaucoup plus petite que la Terre et donc sa gravité, elle est beaucoup moins forte. Donc, elle a moins de gravité, elle peut moins retenir son gaz dans son atmosphère. Mais c'est pas grave, sa magnétosphère était là pour bien l'englober et bien conserver son atmosphère. Mais en plus de ça, la magnétosphère, elle servait non seulement de cocon à conserver l'atmosphère, mais elle servait aussi de bouclier pour se protéger du vent solaire qui essaie de souffler l'atmosphère de la Terre, l'atmosphère de Mars. Mais éventuellement, il s'est passé quelque chose et tout ça a été chamboulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a environ 4 milliards d'années, une des hypothèses les plus acceptées, c'est qu'il s'est passé un événement qu'on appelle le grand bombardement tardif. Ah, ça, je voulais vous montrer une petite vidéo qui nous montre que si on n'a pas de magnétosphère pour protéger l'atmosphère, le vent solaire, il vient souffler ici l'atmosphère de Mars, qu'on voit en orange ici, qui finit par être dissipée dans l'espace. Alors, comme je disais, qu'est-ce qui s'est passé? Pardonnez-moi, je suis perdue dans mes idées, je veux aller trop vite à mon moment, à mon punch. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière. Alors, pour avoir de l'eau liquide, il nous faut des bonnes conditions de pression et de température. Donc, une bonne atmosphère bien épaisse. Pour avoir une atmosphère bien épaisse, il nous faut un champ magnétique pour protéger et confiner notre atmosphère. Et pour avoir un champ magnétique, eh bien là, ça se passe à l'intérieur de la planète. À l'intérieur de la planète, il y a une région beaucoup plus chaude qu'on appelle le noyau. Il peut y avoir un noyau interne qui est comme ça, plus solide, un noyau externe qui est plus fluide, un manteau et finalement la croûte. Et quand il y a une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la planète, il va se passer un mouvement qu'on appelle la convection. Donc, ce qui est chaud va remonter à la surface, se refroidir et revenir vers l'intérieur. Ça, on appelle ça de la convection. C'est un peu ce qui se passe quand vous faites bouillir de l'eau dans une casserole. Donc, vous mettez une casserole d'eau, il va y avoir du chaud en dessous qui est la plaque de votre poêle, et en haut, c'est plus froid. Et éventuellement, au fur et à mesure que vous chauffez votre eau, eh bien, il va y avoir des bulles comme ça parce que le bas de la casserole est plus chaud que le haut, et ça va faire un mouvement de convection comme ça. Il se passe la même chose à l'intérieur de notre planète comme ça. Alors, l'intérieur est plus chaud que les couches qui sont en surface et ça va faire de la convection. Et avec ce mouvement de convection-là, ça va générer notre champ magnétique qui génère notre magnétosphère, qui protège notre atmosphère et qui permet d'avoir de l'eau liquide. Qu'est-ce qui se passe si on arrête d'avoir un champ magnétique? Si on arrête ce mouvement-là, eh bien là, tout ce cycle-là s'écroule et ça devient catastrophique pour notre planète. Et c'est ce qui s'est passé, heureusement pas pour notre planète, la Terre, mais c'est ce qui s'est passé pour la planète rouge, Mars. Alors, il y a environ 4 milliards d'années, s'est passé un événement qu'on surnomme le grand bombardement tardif. Et c'est un moment dans l'histoire du système solaire où il y a eu beaucoup plus d'impact météoritique, surtout dans les planètes internes du système solaire, dont par exemple ici Mars. Donc, il y a eu beaucoup plus d'astéroïdes qui sont venus vers Mars, qui sont venus la bombarder. Et ces astéroïdes-là sont venus bouleverser toute la géologie et le climat martien. Donc, comme il y a plus d'impact de météorites, eh bien, ça va amener de la turbulence dans son atmosphère et ça va la ventiler. Donc, Mars avait déjà de la misère à retenir son atmosphère parce qu'elle a une gravité plus faible. Mais là, si on amène de la turbulence en plus, bien, le gaz va beaucoup plus bouger, avoir plus tendance à s'éloigner, en fait, à se dissiper dans l'espace.
Mais en plus de ça, à cause des impacts météoritiques sur la planète, eh bien, ça vient chauffer le manteau de la planète, qui est une des couches à l'intérieur de la planète, et ça vient en fait déséquilibrer la température à l'intérieur et stopper le mouvement de convection. Vous savez, ce mouvement qui fait bouger les couches intérieures de la planète. Comme le mouvement à l'intérieur de la planète arrête, il n'y a plus de champ magnétique. Et donc là, le champ magnétique n'est plus là pour confiner l'atmosphère et pour protéger l'atmosphère et la planète du vent solaire. Donc tout ça, c'est comme une grosse réaction en chaîne qui fait en sorte que non seulement on amène la ventilation dans l'atmosphère martienne, mais en plus, on enlève ce qui la protégeait, on enlève son champ magnétique. Et là, maintenant, la planète, elle est à la merci du vent solaire et des radiations dans l'espace. Et éventuellement, son atmosphère va se dissiper. Elle va être, en fait, arrachée par le vent solaire. Donc, le vent solaire va venir souffler son atmosphère. Et Mars, comme elle perd son atmosphère, elle n'arrive plus à avoir une bonne pression pour avoir de l'eau liquide. Elle n'a plus une température non plus assez haute. Elle devient froide et elle devient le désert qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je sais que il se passe beaucoup de choses, mais c'est un peu comme ça que notre planète, qui était autrefois bleue, est remplie de nuages et peut-être de vie microbienne, est passée à un désert rouge qu'on connaît aujourd'hui. Je trouve ça assez fascinant, Myriam, de voir comment tout peut être interrelié comme ça pour la dynamique d'une planète. J'aurais pas suspecté que des impacts météoritiques, que le mouvement de Jupiter dans le jeune système solaire aurait entraîné probablement ce grand bombardement tardif-là, avec comme conséquence de bouleverser le gradient de température à l'intérieur de Mars, qui fait en sorte qu'il y a plus ce brassage-là qui engendre le champ magnétique et des effets donc sur l'eau, sur Mars, sur son atmosphère, ainsi de suite. Donc c'est assez impressionnant de voir toute cette chaîne-là. Et ça nous fait réaliser aussi qu'on s'intéresse à des questions comme celle-là, comme le climat, comme les changements climatiques sur Terre, à quel point c'est des dynamiques qui sont complexes et que des petits effets peuvent avoir éventuellement des grandes conséquences aussi. Ouais. Il y avait une question, donc j'imagine qu'on va passer maintenant aux questions. Et une première question à laquelle moi j'avais le goût de répondre, en tout cas si tu veux me la laisser ou si tu veux la prendre, libre à toi. Mais Daniel Boss qui demande la glace sur Mars, on a parlé de glace, on a parlé de glace d'eau, mais est-ce que c'est toute de la glace d'eau? Est-ce qu'il y a d'autres types de glace sur Mars? Alors, comment tu le sens? En fait, j'aurais vraiment aimé y répondre, donc merci de me la donner. Mais non, je te niaise. Allez, vas-y, t'as l'air tellement enthousiaste par la question, je me sentirais mal d'y répondre. J'aime bien Mars, comme en témoignent différentes choses. Là, j'ai fait un spectacle sur Mars au Planétarium aussi, donc voilà, j'aime bien ça. Donc, de l'eau sur Mars, c'est principalement de la glace plutôt, c'est principalement de la glace d'eau qu'on va retrouver sur Mars. En particulier au niveau des calottes polaires. Donc, comme on disait, la grande majorité de la glace sur Mars va être au niveau des calottes polaires et ça va varier d'une saison à l'autre. La glace, lorsqu'elle va fondre ou se sublimer, va passer dans l'atmosphère lorsque c'est, par exemple, l'été dans l'hémisphère nord. Et va passer dans l'atmosphère, il va venir donc se déposer au niveau de la calotte polaire sud, alors que là, c'est l'hiver. C'est principalement de la glace d'eau. Il va y avoir donc à peu près sur la calotte polaire sud, là, je me rappelle un peu plus des statistiques à ce niveau-là, mais on parle d'une calotte polaire qui a environ 2-3 km d'épaisseur et c'est principalement de la glace d'eau. Et là-dessus va se déposer de la glace de dioxyde de carbone. On parle seulement de quelques mètres là, de dépôt de dioxyde de carbone. Donc, comparé au kilomètre de glace d'eau, c'est beaucoup moins de glace à ce niveau-là. Mais ça a quand même une influence là, sur le climat de cette planète-là, ce mouvement-là des glaces d'un côté et de l'autre. Merci Maxime, ça répond bien à la question.
Est-ce qu'on avait d'autres, j'imagine qu'on a d'autres questions? Oui, on en a quelques autres. On a une question que je trouvais intéressante. Je sais pas qu'est-ce que tu vas en dire. Miguel qui demande pourquoi on n'entend pas parler des sondes chinoises et arabes. Donc aujourd'hui, on a beaucoup parlé de Persévérance qui est arrivée, mais il y a quelques semaines, il y a eu d'autres sondes qui sont arrivées du côté de Mars. Mais oui, en fait, la semaine dernière, si ma mémoire ne me fait pas défaut, en fait, il y a eu la sonde des Émirats arabes unis, la sonde Hope, qui est leur première sonde qui s'en va vers Mars. Donc, c'est tout un accomplissement. Donc, c'est une sonde qui va rester en orbite. Elle est arrivée dans le début de la semaine dernière et a été suivie, je crois, le lendemain par la sonde. Là, j'ai un blanc de mémoire. Tianwen, c'est quoi déjà son nom, Maxime? Est-ce que tu arrives à la googler rapidement? Je vais regarder ça. J'ai un petit blanc de mémoire, mais effectivement, donc, il y a une autre sonde qui va se mettre en orbite autour de Mars. Donc, on en entend moins parler parce que envoyer des orbiteurs, c'est quand même impressionnant, on va se le dire. C'est quand même tout un accomplissement scientifique, mais on dirait comparé au défi de poser un engin à la surface de Mars, ça amène tout un nouveau niveau de complexité. Donc c'est pour ça un petit peu que ça a éclipsé la nouvelle. Ils sont tous arrivés en même temps. Et en fait, ils sont tous arrivés en même temps, justement, parce qu'ils ont profité du moment où la Terre et Mars étaient très près l'une de l'autre. Donc, c'était un moment idéal pour lancer des sondes. Donc, ces trois, les Émirats arabes unis, la Chine et les Américains, en fait, ils en ont profité et ils ont envoyé leurs engins vers Mars à peu près tout en même temps. On voit le nom maintenant que j'ai copié, Tianwan 1, je crois, et Hope qui est celle des Émirats arabes unis. J'ai été voir rapidement sur le site de la mission des Émirats arabes unis et il y a très très peu de nouvelles qui sortent aussi. Ça, c'est peut-être la distinction qu'on peut faire entre la mission de la NASA et celle de l'agence spatiale chinoise et des Émirats arabes unis, c'est qu'ils ont le sens du marketing, la NASA aussi, et ils ont une expérience là-dedans. Ils sont vraiment très, très bons là, pour mousser ce qu'ils font. Et ils ont des objectifs aussi scientifiques qui vont plus loin que ceux de ces autres sondes-là, où il y a beaucoup de tests de technologie, de premières, et etc. Mais les sondes de la NASA, là, depuis le nombre qu'ils ont envoyé vers Mars, là, maintenant, c'est à chaque nouvelle sonde comme ça, on a beaucoup d'espoir parce que ça va révolutionner un peu le domaine et puis nous en apprendre beaucoup. Là. Donc, c'est pour ça qu'on s'excite un petit peu plus aussi pour ces sondes-là, je crois. On a plus de matériel pour s'exciter autour parce qu'on nous en donne plus. Exact. Il y avait une autre question aussi qui vient d'arriver, Sophie Baudet, qui se demande, quand on parle du champ magnétique sur Mars, puis qu'il y a peu ou pas de magnétisme, si on met une boussole sur Mars, donc est-ce qu'il se passe rien de spécial? J'ai pas la réponse exacte, mais à ma compréhension, toi tu l'as. Vas-y. Je pense. Je suis pas tout à fait certain moi non plus, mais de ce que je pense avoir vu de Mars, de son champ magnétique, c'est qu'il est très faible. Il n'est pas totalement inexistant, mais il va être beaucoup déterminé par des petites régions très locales. Donc, il n'y a pas deux pôles principaux comme les pôles magnétiques de la Terre, mais il va y avoir plusieurs petits pôles magnétiques beaucoup moins forts à différents endroits. Et c'est vraiment lié à ce qui se trouve près de la surface là, de la matière qui est là, peut-être d'anciens dépôts volcaniques. Des fois, c'est certains des anciens cratères d'impact qui vont être magnétisés, d'ailleurs, qu'on peut voir. Donc, des fois, peut-être que si tu es dans le fond d'un cratère puis que tu as ta boussole, là, elle va comme réagir un peu plus, mais elle va pas pointer vers une direction en particulier et une direction en particulière, puis ça va pas non plus t'aider à retrouver le nord. Exact. Voilà. Autre question. On revient à notre mission, notre rover. Benjamin veut savoir pourquoi la sonde ne bouge pas immédiatement après avoir atterri.
Ben de un, il faut faire des petits tests techniques, donc s'assurer que tous les instruments ils fonctionnent. Mais même une fois qu'on a testé et que la sonde, on a roulé un bilan de santé et qu'on sait que la sonde, elle est en pleine forme, elle ne va pas se mettre à rouler tout de suite parce qu'il y a une autre expérience qui est attachée à la sonde et c'est le petit hélicoptère qui s'appelle Ingenuity ou Ingenuity en anglais. C'est comme un petit drone, en fait, pas très gros, qui est attaché sous la sonde, donc un peu comme sur son ventre, si on imagine la sonde comme ça. Donc, dans les prochains jours, en fait, elle va déployer l'hélicoptère. Si je me suis mis, ça prend une dizaine de jours pour que l'hélicoptère se déploie complètement, donc qui s'en aille de la sonde. Et une fois qu'il a décollé complètement de la sonde, ce petit hélicoptère, il est 100% autonome, il ne va plus dépendre de Persévérance. Donc, une fois qu'il a tombé, qu'il s'est décollé, qu'il est à terre, la sonde, elle va rouler, s'en aller de là. Et là, l'hélicoptère va pouvoir voler. Et là, Persévérance va rester quelques mètres plus loin à l'observer à l'aide de ses caméras. Donc, pour vérifier, faire des tests de vol, voir comment l'hélicoptère se comporte dans son nouvel environnement martien. Et une fois que les tests d'ingéniosité vont être complétés, là, la sonde va pouvoir, Persévérance va pouvoir vaquer à ses occupations et se promener sur la surface de Mars. Excellent. Et puis, il y a peut-être une dernière question qu'on pourrait prendre pour conclure cet épisode. Et ça, je pense que je fais un lien. Là, je pensais que c'était une question, mais je pense que c'est un commentaire de Martine plutôt qui dit « On entend beaucoup parler de vie sur Mars et dans les commentaires, on voit aussi beaucoup de commentaires par rapport à la vie sur Mars. Mais est-ce qu'on peut expliquer un petit peu plus clairement? Est-ce qu'on parle de martiens? Est-ce qu'on parle de quoi on parle exactement quand on parle de vie sur Mars? Et tu pourras peut-être lier ça à la question suivante. Marie-Lise qui nous demande qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui confirmerait une existence passée de vie sur Mars? Mais donc, quand on parle de vie sur Mars, là, on ne parle pas des bonhommes verts, là, comme on imagine quand on pense à un martien. Donc, on pense en fait à des microbes, donc la vie microbienne, donc des toutes petites traces de vie très, très simples, comme il y avait un peu dans le passé de la Terre. Donc, pendant très, très longtemps, la vie sur Terre, quand elle est apparue, ça n'était pas tout de suite des poissons et des animaux, là. Et nous, ça a été bien avant des microbes. Alors, c'est ça qu'on va retrouver, qu'on essaye de chercher sur la planète. Et en fait, ça va plutôt être à l'intérieur des roches, donc des anciennes traces de vie fossilisées. On en trouve d'ailleurs sur Terre à l'intérieur de stromatolites, qui sont un peu comme ça ressemble pour nous au commun des mortels qui ne connaît pas ça, ça ressemble à un peu des grosses roches qu'on va retrouver sur le bord de l'eau. Mais en fait, elles sont formées de sédiments. C'est comme si des roches formées par des couches de sédiments qui sont, entre autres, des cyanobactéries fossilisées, si je me souviens bien. Donc, c'est des choses comme ça qu'on essaie de chercher. Donc, des anciennes formes de vie microbienne, peut-être fossilisées dans la roche. On cherche aussi ce qu'on appelle des biosignatures. Donc, pas nécessairement la vie en tant que telle, mais des marqueurs qui nous permettent de dire que la vie aurait existé. Par exemple, certains éléments chimiques, des choses comme ça, qui ne peuvent pas être, dont l'existence ne peut pas être confirmée de façon simplement naturelle si ce n'était par l'existence de la vie. Donc, ce genre de choses-là. Je ne sais pas si Maxime, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Non, je pense que ça répond très, très bien à la question. Donc, merci beaucoup, Myriam. Merci. Donc, avant de se quitter, il me reste une petite minute. Donc, je voulais juste vous montrer, faire un petit tour des éphémérides qu'on peut voir dans le ciel ces temps-ci. Donc, c'est assez calme. Donc, il y avait aujourd'hui, on pouvait voir la Lune à côté de Mars. Donc, côté planète, là, c'est assez tranquille, donc ça va être principalement Mars qu'on peut voir qui va se rapprocher de la constellation du Taureau et qu'on peut voir dans la première moitié de la nuit jusqu'à environ minuit et demi. Mais tranquillement, pas vite, il y a le retour des planètes du matin qu'on va pouvoir voir.
Donc, pas tout de suite, mais vers la fin du mois de février, début mars, on devrait voir réapparaître aux petites heures du matin Saturne et Mercure, donc juste avant le lever du soleil, dans le coin de 6h, 6h15. Et on peut les voir, si vous avez un horizon dégagé, vous pouvez les voir pendant quelques minutes. Alors ça va être nos planètes qu'on peut voir. Donc, c'est tout en fait pour notre capsule d'aujourd'hui. Je pense qu'on avait arrêté avec les questions, Maxime. Ouais, effectivement. On nous demande encore d'où viennent nos toutous. Je pense qu'on ira répondre en commentaire. On va répondre en commentaire, merci. Bon, avec tout ça, il est 8h01. Donc, merci beaucoup de vous être joints à nous. J'espère que vous avez apprécié, que vous en avez appris un peu plus sur Persévérance et sur le passé du climat martien. Donc, si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues, n'hésitez pas, ou d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, si vous réécoutez, par exemple, cette vidéo, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Donc, on fait le tour des commentaires et on va s'assurer que vous ayez réponse à vos questions. Alors, sur ce, je vous invite à rester à l'affût pour les prochaines photos en provenance de nouveaux robots Persévérance qui vont arriver dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine capsule d'Au-dessus de nos têtes. Alors, merci beaucoup et à dans 2 semaines.